L'objectif de cette présentation est de comprendre le rôle et la place du plan d'analyse statistique, d'être capable de concevoir le plan d'analyse statistique pour un travail de recherche, de pouvoir présenter les résultats de la statistique descriptive et enfin de présenter les résultats de l'étude d'association pour une étude épidémiologique. Tout d'abord, il est important de comprendre que la recherche en santé est un processus qui permet d'apporter une nouvelle connaissance ou de résoudre un problème qui se présente dans la pratique clinique de chaque jour. Ainsi, dans le processus de recherche, on a tout d'abord un problème qui est identifié, notamment un problème de recherche qui nécessite le travail de recherche pour être résolu. De ce problème, une question de recherche est formulée. Ensuite, on rédige un protocole de recherche qui contient les objectifs et la méthodologie qui sera employée pour résoudre le problème identifié. Puis, l'étude est menée sur le terrain en suivant le protocole qu'on a défini, lequel protocole passe en général par la collecte des données à travers un questionnaire ou une fiche technique. Après la collecte des données, vient le moment de la saisie de ces données, puis de l'analyse statistique afin d'atteindre les objectifs spécifiques qui ont été formulés. Et c'est là qu'intervient donc le plan d'analyse statistique qui fait l'objet de cette présentation. Il est à noter que pour un professionnel de santé, ce problème est très souvent rencontré parce que la recherche occupe une place importante pour la santé. Ceci peut concerner soit les étudiants en médecine qui se trouvent en année de thèse ou les médecins qui sont en fin de formation de spécialisation et qui dans ces cas doivent faire un travail d'initiation à la recherche qui nécessite très souvent de faire une analyse statistique sur la base d'un plan d'analyse statistique qui ici, il faut le noter, doit être rédigé par celui qui fait la recherche avant de rencontrer un statisticien. C'est tout l'intérêt de comprendre comment le plan d'analyse est formulé, comment est-ce qu'il est rédigé et de pouvoir en faire un pour son propre travail de recherche. Commençons par quelques définitions. Qu'est-ce que c'est le plan d'analyse statistique? Il s'agit du schéma suivant lequel les résultats de l'étude doivent être présentés. C'est en fait le squelette que devra suivre le statisticien au moment où il fait les différents calculs pour obtenir les résultats de l'étude qu'on est en train de mener. Par exemple, si nous prenons les résultats d'un travail de thèse qui a déjà été complètement achevé et de ces résultats, nous enlevons les chiffres qui se trouvent dans les tableaux, alors les tableaux vides qui restent constitueront ce qu'on appelle le plan d'analyse statistique. Il s'agit donc en réalité du document de base qui devra orienter et diriger la présentation des résultats de l'objectif de l'étude. Ce plan d'analyse statistique a pour but d'atteindre les objectifs spécifiques de l'étude. C'est pour cette raison qu'il doit être présenté en grande partie, chacune de ces parties correspondant à un objectif spécifique de l'étude que nous sommes en train de mener. Et en dessous de chaque partie, on devra présenter donc quels sont les différents résultats que nous présenterons pour atteindre chacun de ces objectifs spécifiques. Par exemple, si nous prévoyons de présenter dans nos résultats la répartition en fonction du sexe de la population d'étude, nous devons avoir un tableau dans lequel on a le sexe en colonne, dans la première colonne avec les différentes modalités masculin, féminin, et dans la deuxième et troisième colonne, nous prévoyons les effectifs et pourcentages de chacune de ces modalités de réponse. Ainsi,
on va présenter ceci pour tous les résultats dont on a besoin dans son travail de recherche. On aura achevé avec le plan d'analyse statistique qui permettra aux statisticiens de mener l'analyse afin d'atteindre les objectifs spécifiques. Un autre principe est que les tableaux doivent être présentés dans le format final qu'on retrouvera dans les résultats du travail de recherche. Et ce format prévoit que le tableau devra avoir simplement 3 lignes horizontales qui sont tracées et les lignes verticales ne doivent pas se retrouver dans le tableau qu'on est en train de construire. Les tableaux qui sont ainsi conçus devront être numérotés en chiffres romains majuscules, notamment tableau 1, tableau 2, tableau 3, et le titre de chacun de ces tableaux doit être directement présent sur le plan d'analyse statistique. En fait, le plan d'analyse statistique doit être conçu tel que lorsqu'on ajoutera les chiffres à l'intérieur des différents tableaux, on aura obtenu le résultat final de l'étude qui permet d'atteindre les objectifs spécifiques. Très souvent, le plan d'analyse statistique devra comporter pour la plupart des études au moins 2 ou 3 grandes parties. La première partie porte en général sur la statistique descriptive. La deuxième partie concerne les études d'association et on peut avoir d'autres méthodes d'analyse statistique en fonction des différents schémas d'études ou des objectifs qu'on a pour son travail de recherche. Pour ce qui est de la statistique descriptive, ceci concerne très souvent les objectifs spécifiques portant sur la description. Par exemple, on peut avoir comme objectif décrire les caractéristiques de la population d'études ou encore décrire le profil clinique de la population d'études ou on peut avoir décrire le profil radiographique des patients reçus en consultation, etc. Il s'agira donc ici de tous les objectifs qui portent sur un élément de description d'une caractéristique ou de certaines caractéristiques de la population sur laquelle l'étude est menée. Ceci concerne aussi les objectifs qui portent sur déterminer la prévalence, déterminer une valeur moyenne, déterminer une certaine durée, etc. Donc, le point concernant la statistique descriptive portera sur tous les objectifs comme ceux que nous avons cités qui en réalité visent simplement à décrire un ou plusieurs paramètres dans la population qu'on est en train d'étudier. Cette description sera rédigée dans le plan d'analyse statistique en fonction de la nature ou du type de variable qu'on a dans ces résultats. On distingue globalement 2 grands types de variables, les variables quantitatives et les variables qualitatives ou catégorielles. Les variables quantitatives sont celles qui peuvent être comptées ou mesurées, à l'exemple de l'âge, de la pression artérielle systolique, diastolique, de la durée d'hospitalisation, etc. Tandis que les variables qualitatives sont celles qu'on ne peut ni compter ni mesurer et qui décrivent l'état d'un sujet. On aura par exemple le niveau d'éducation, le sexe, la région d'origine, etc. Donc, pour les variables qualitatives, la description se fait en suivant un tableau de fréquence. C'est un tableau dans lequel on a, dans la première colonne, la variable étudiée avec ses différentes modalités de réponse. Dans la deuxième colonne, nous avons les effectifs de ces différentes modalités de réponse. Et la troisième colonne contiendra les pourcentages de ces modalités de réponse. Il s'agira donc, lorsqu'on fait la statistique descriptive des variables qualitatives, de mettre dans le tableau l'ensemble des paramètres qualitatifs dans la première colonne avec leurs modalités de réponse en prévoyant qu'on aura les effectifs et les pourcentages de chacune de ces modalités dans les questions suivantes. Il est à noter qu'on peut mettre dans le même tableau plusieurs variables qualitatives qu'on est en train de décrire. Mais pour cela,
il faudra se rassurer que ces variables ont quelque chose en commun ou appartiennent au même groupe. C'est par exemple les variables des caractéristiques socio-démographiques ou les variables du profil clinique, etc. De plus, ces variables devront tenir dans un tableau qui tient sur une page parce qu'en réalité, le tableau ne devrait pas chevaucher sur 2 pages à la fois. Pour les variables quantitatives, la description se fait en utilisant 2 grands groupes de paramètres, les paramètres de tendance centrale et les paramètres de dispersion. Les paramètres de tendance centrale sont ceux qui permettent de résumer l'ensemble des observations ou des réponses qu'on a eues chez les participants sur le terrain. Parmi les paramètres de tendance centrale, nous avons la moyenne qui correspond à la somme des observations obtenues divisée par le nombre total d'observations qui en réalité est la taille de l'échantillon qu'on a eu. La médiane, quant à elle, est la valeur pour laquelle on a 50% des individus en dessous et 50% des individus au-dessus. Par exemple, pour une population de 200 participants, la médiane de l'âge sera la valeur de l'âge pour laquelle on a 100 individus en dessous et 100 individus au-dessus de cette valeur de l'âge. Il est à noter que le choix du paramètre de tendance centrale qui sera utilisé dépend essentiellement de ce qu'on appelle la distribution de cette variable quantitative. Une variable qui a une distribution dite normale sera décrite en utilisant la moyenne. Tandis que lorsque la distribution est non normale, et ceci se voit surtout quand il existe des valeurs extrêmement élevées ou extrêmement faibles, dans ce deuxième cas, la description se fera par la valeur médiane. Si on utilise la moyenne pour une variable qui n'est pas normalement distribuée, alors on aura un mauvais estimateur de tendance centrale et le résultat ne sera pas fiable car ne reflètera pas la réalité. Mais lorsqu'on conçoit le plan d'analyse statistique, on ne sait pas encore si la distribution des variables quantitatives sera normale ou non normale. C'est pour cette raison qu'on prévoira le calcul non seulement de la moyenne, mais aussi de la médiane pour toutes les variables quantitatives qu'on a à décrire dans le plan d'analyse. Le deuxième groupe de paramètres qu'on utilise, ce sont les paramètres de dispersion. Il s'agit là des valeurs qui permettent de décrire à quel point les observations sont soit regroupées autour de la valeur centrale ou sont dispersées autour de cette valeur. Par exemple, si nous prenons ces 2 séries de valeurs qu'on a obtenues pour la pression artérielle systolique, nous observons que pour la série A, les valeurs vont de 120 à 130 et donc sont un peu plus regroupées autour du point central qui est de 125. Tandis que pour la série B, les valeurs vont de 105 à 145 et donc sont plus dispersées par rapport au même point central qui est de 125 pour cette deuxième série B. Si donc la description se fait simplement avec la tendance centrale, on croira à tort que les 2 groupes, les 2 populations ont environ les mêmes valeurs de la pression artérielle. C'est donc là tout l'intérêt d'accompagner la tendance centrale avec un paramètre de dispersion qui nous renseignera sur à quel point les données sont regroupées ou éloignées autour du point central. Les paramètres de dispersion qui sont couramment utilisés sont l'écart type, premièrement, qui permet de savoir de combien de points les individus sont éloignés du point central en général. Par exemple, si nous avons une moyenne de 125 avec un écart type de 10, ceci laissera penser que les personnes sont loin de la moyenne d'environ 10 points en général. Tandis que si nous avons une autre population où la moyenne est de 125
et l'écart type est de 30, ceci nous laissera comprendre que les personnes sont loin de la moyenne en général de 30 points. Et on comprend ainsi que pour le deuxième cas, la dispersion est plus élevée alors que pour le premier, les données sont plus regroupées autour de la moyenne. Ainsi, lorsqu'on décrit la tendance centrale avec la moyenne, ceci doit s'accompagner de l'écart type qui est le paramètre reflétant la dispersion des observations. Et dans le plan, on écrira moyenne avec le signe plus ou moins et on mettra la valeur de l'écart type après l'insigne. L'autre paramètre de dispersion est l'intervalle interquartile. Un quartile est l'une des valeurs qui divise la population en 4 parts égales. Ainsi, pour une population, on a 3 quartiles. Le premier quartile pour lequel on a 25% des individus en dessous et 75% au-dessus. Le deuxième quartile où on a 50% en dessous et 50% au-dessus qui représente encore la médiane. Et le troisième quartile où on a 75% des individus en dessous et 25% des individus au-dessus. L'intervalle interquartile donc est l'intervalle compris entre le premier et le troisième quartile. Et c'est un intervalle qui contient 50% de la population. Parce que nous avons 25% en dessous du premier et 25% au-dessus du troisième quartile. L'intervalle interquartile est le paramètre de dispersion qui accompagne la médiane dans la description des variables quantitatives. Parce que si pour une population, on a un intervalle interquartile qui va de 120 à 130, et pour une deuxième population, on a un intervalle qui va de 105 à 145, alors ça signifie que dans la première population, entre 120 et 130, nous avons la moitié des individus. Tandis que pour la deuxième, il faudra aller de 105 à 145 pour obtenir cette même moitié des individus de la population. Ceci dit, la deuxième population est plus dispersée que la première population qu'on a étudiée. Le dernier élément utilisé pour évaluer ou décrire la dispersion de la variable, c'est l'étendue, qui est l'intervalle entre le minimum et le maximum des réponses observées. Donc, dans la description d'une variable quantitative, on pourra utiliser soit la moyenne plus ou moins l'écart type, soit la médiane et l'intervalle interquartile qui est mis entre parenthèses après la médiane, mais dans les deux cas, on donnera l'étendue qui est du minimum au maximum des observations qu'on a obtenues. Dans le plan d'analyse statistique, on pourra mettre ceci simplement sous forme de phrases en dessous des autres tableaux qu'on a prévus, ou alors si on a plusieurs variables quantitatives à décrire à la fois, on pourra en faire un tableau dans lequel, dans la première colonne, on a l'ensemble des variables quantitatives. Dans la colonne qui suit, on a le premier paramètre tendance centrale avec son paramètre de dispersion, notamment la moyenne et l'écart type. Dans la suivante, on a la médiane et l'intervalle interquartile. Et la dernière colonne sera réservée au minimum et au maximum des observations que nous avons obtenues. Il est à noter que pour les variables quantitatives, on peut également les convertir en catégories ou en classes. Et dans ce cas, les variables, bien que quantitatives, seront décrites avec un tableau de fréquence comme ça a été le cas pour les variables qualitatives. Ceci à travers les effectifs et les pourcentages de chaque modalité de réponse qui ici sont les différentes classes de notre variable quantitative. Par exemple, si la pression artérielle systolique est divisée en plusieurs tranches, les différentes tranches constitueront les lignes de notre tableau de fréquence pour le plan d'analyse statistique. Pour cette partie de statistique descriptive, concrètement, il s'agira donc, pour chacun des objectifs, comme nous l'avons dit, de présenter en dessous, pour les variables qualitatives qui rentrent dans ces objectifs, les différents tableaux de fréquence correspondants. Pour les variables quantitatives qui rentrent dans chacun de ces objectifs, il s'agira de donner, soit sous forme de phrases,
la tendance centrale et la dispersion, ou si elles sont nombreuses, de mettre dans un même tableau toutes les variables quantitatives avec les paramètres de tendance centrale et les paramètres de dispersion. Ainsi, on aura achevé avec le plan d'analyse statistique la partie descriptive de ce plan. Voici donc ainsi présenté la première partie de notre tutoriel qui porte sur la rédaction d'un plan d'analyse statistique en recherche en santé. Cette première partie a concerné la statistique descriptive aussi bien pour les variables qualitatives que pour les variables quantitatives. Dans notre prochaine vidéo, il sera question de l'étude d'association et nous aborderons les notions telles que le odds ratio, le risque relatif, la valeur P et l'analyse multivariée.